Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 3 mars 2022. Aujourd'hui, je vais produire une vidéo qui va porter sur l'alerte nucléaire, la Bible et les forces du mal. Mon nom est Claude Laferrière, je suis enseignant et j'ai subi une formation en droit de la sécurité nationale aux États-Unis. En fait, j'ai obtenu une maîtrise en droit international sur les questions de sécurité nationale en 2007. Et aujourd'hui, je vais faire un exposé sur cette question très sensible de l'alerte nucléaire et ma réponse à cette alerte. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je ne sollicite aucun argent ou quoi que ce soit, ni aucun mandat, parce que plusieurs d'entre vous savez que je suis avocat, donc je ne cherche pas à avoir des mandats, en quelque sorte. Autrement dit, je ne fais aucune sollicitation. Ça, je veux que ce soit très clair et je suis ici en tant que, si vous voulez, spécialiste, en guillemets, des questions de sécurité nationale. Et voilà, je vais émettre une opinion qui ne lie que moi-même, n'est-ce pas? Et je vais vous expliquer en détail, du mieux que je peux, l'orientation que j'ai choisie dans ma perspective. D'abord, j'aimerais procéder à un préambule rapide sur l'état de la situation actuelle. Nous sommes en pleine pandémie depuis le 13 mars 2020 à cause d'un virus dont on ne connaît pas vraiment l'origine. Il y a trois thèses qui s'affrontent et qui ont été commentées, dis-je, dans les médias, à savoir la thèse de la chauve-souris, la thèse d'une fuite malencontreuse et la thèse moins intéressante, mais qui, d'un point de vue, je vous dirais, de rétroactivité, n'est-ce pas, la thèse militaire, à savoir d'un virus fabriqué intentionnellement dans le but, en quelque sorte, de mener une opération de guerre biologique. Bon. Sur ces trois thèses, je vais revenir dans une autre vidéo que j'avais produite et que j'ai retirée parce qu'il manquait du matériel. Et là, j'ai le matériel et je vais le joindre dans cette nouvelle vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ma perspective par rapport à la pandémie est toute simple. C'est de Yuan à Huawei. De Yuan à Huawei. Du virus à la 5G, n'est-ce pas? Et parce que l'objectif ultime étant l'installation, l'implantation de la 5G. C'est ma théorie, c'est mon hypothèse, et ce que je sais, ce que je continue de maintenir, surtout dans la foulée des événements qui ont suivi ou qui suivent la pandémie qui n'est pas encore terminée. On pense à ce qui se passe en Ukraine, je vais y revenir. Donc, voilà, on serait confronté dans cette pandémie, en réalité, à une vaste opération en vue de l'implantation de la 5G, une vaste opération d'espionnage planifiée, organisée par la République populaire de Chine contre l'Occident. Évidemment, cette version-là peut être sujette à controverse, mais lorsqu'on regarde le matériel américain et les déclarations de Christopher Wray, le directeur du FBI, et lorsqu'on voit la quantité de dossiers américains montés contre des citoyens de nationalité chinoise sur le territoire américain et qui se sont livrés à des actes d'espionnage, ce dont je vais faire l'examen sommaire dans ma prochaine vidéo, eh bien, on comprend tout à fait que la Chine devait considérer d'autres options ou des options parallèles à l'infiltration chinoise sur le territoire américain. Et aujourd'hui, on voit en rétroaction que finalement la thèse du virus militaire tend à se confirmer. Voilà, mais je vais y revenir avec des développements et avec le matériel américain. Et voilà. Et la position canadienne et québécoise par rapport à la 5G. Bon, je ne veux pas trop aborder le sujet maintenant parce que le matériel américain est vraiment très, très important
et devrait nous inspirer, devrait nous instruire. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, dans le journal de Montréal, il y a un article d'un journaliste, dis-je, qui s'est penché sur la question de la 5G, qui était vue dans une perspective de sécurité nationale à l'Université Laval par une professeure. En tout cas, je vais revenir là-dessus. Deuxièmement, dans mon préambule, ce que je veux commenter rapidement, c'est la guerre en Ukraine. Et voilà, là, on tombe dans la vraie géopolitique et nous sommes dans ce que je pourrais appeler les actions et réactions des uns des autres. La Russie, par rapport aux sanctions économiques et possiblement de nature aussi politique d'exclusion, n'est-ce pas? La Russie a décidé d'élever son niveau d'alerte nucléaire au maximum. Autrement dit, la Russie est en alerte nucléaire maximale. Si on se fie à la doctrine de Schelling sur la dissuasion et la notion d'équilibre de la terreur, qui est encore une fois aujourd'hui la doctrine prédominante en matière nucléaire, ce à quoi j'ajoute les thèses de Herman Kahn, qui a été conseiller de plusieurs présidents américains, le fondateur de la Hudson Institute. Je vous invite à consulter ma vidéo sur la guerre thermonucléaire où je vous donne des références précises. Eh bien, on peut raisonnablement penser, on peut raisonnablement inférer que si la Russie a élevé son niveau d'alerte nucléaire, que les autres puissances nucléaires ont fait la même chose. Elles ont fait la même chose. On peut raisonnablement le penser. En fait, c'est assez inconcevable que la Russie ait seule et élevé son niveau d'alerte nucléaire sans qu'il y ait de réponse du niveau d'alerte. C'est le principe même de l'équilibre de la terreur, c'est le principe même de la dissuasion. Et il faut comprendre que tout ça a un fondement juridique très clair dans la Charte des Nations Unies, l'article 51, sur le droit à l'autodéfense, chapitre 7, article 51, chapitre 7, article 51, la Charte des Nations Unies que je commente amplement dans mon traité. Donc, c'est important de comprendre qu'à l'heure actuelle, le monde est dans la tourmente. Nous sommes dans une posture nucléaire extrêmement dangereuse, extrêmement périlleuse, et de part et d'autre, les sanctions s'accumulent et la voie diplomatique n'est pas tellement fructueuse, d'autant plus que les combats, la destruction de l'Ukraine se poursuit par les forces russes. Donc, si nous étions dans une négociation sérieuse, eh bien, il y aurait une cessation immédiate des combats. C'est la condition. Primordial pour qu'une négociation s'opère de façon efficace. Il faut qu'il y ait absolument une cessation de combat. Et là, à ce moment-là, on peut vraiment parler d'une négociation de bonne foi. On peut difficilement parler de négociation de bonne foi lorsque les combats se continuent et qu'une partie prétend vouloir entreprendre des négociations. Voilà. Maintenant, pourquoi parler de la Bible? Voilà. Premièrement, mon premier argument, c'est que, étant dans la tourmente nucléaire, ça soulève la question de l'humanité, de la survie de l'humanité, de la planète Terre. Et là, évidemment, il y a une partie de la Bible qu'on appelle la Révélation, l'Apocalypse de Saint Jean, qui annonçait, il y a de ça très longtemps, le destin de l'humanité. Et voilà, nous sommes dedans, n'est-ce pas? Là? Nous sommes devant la réalité, les faits ultimes. Les ogives nucléaires possédées en nombre, on parle de milliers d'ogives nucléaires possédées par les Américains, possédées par les Russes, possédées par les Chinois. En particulier, il y a d'autres aussi puissances nucléaires. En fait, si on fait l'énumération des puissances nucléaires au Conseil de sécurité, on parle des États-Unis, on parle de la Russie, on parle de la Chine, on parle de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Inde, du Pakistan, qui ne sont pas signataires, soit dit en passant, du traité de non-prolifération.
On parle d'Israël qui pratique l'opacité dans cette matière. Donc, finalement, on s'aperçoit que le club nucléaire, des puissances nucléaires, est assez limité, mais que le matériel et les engins, les ogives, les missiles, que ce soit les silos, que ce soit transporté par sous-marin ou par avion, tout ça par bombardier, dis-je, ça représente une force de destruction qui risque donc de nous ramener à l'âge de pierre si jamais nous y survivons. Voilà. Donc, la révélation, l'Apocalypse, ça devrait nous faire réfléchir sérieusement et nous amener à négocier de bonne foi et que M. Poutine cesse les combats et s'il veut vraiment montrer à l'humanité qu'il négocie de bonne foi, ben qu'il cesse la campagne de destruction. Là. Maintenant, ce monde dans la tourmente devrait aussi nous interpeller sur le genre de valeurs qu'on veut transmettre aux générations futures, à nos enfants et à nos petits-enfants. Et c'est là que je m'interroge, je me pose de très sérieuses questions. Si nous sortons de cette tourmente, quelles valeurs allons-nous transmettre? Et là, je vois que les perspectives ne sont pas très positives. Au Québec, on veut développer une société laïque, une société laïciste, un peu comme en France, n'est-ce pas? Ou dans d'autres sociétés. Et je m'interroge beaucoup sur cette approche néolibérale, très en quelque sorte axée vers une éthique un peu confuse et qui fait en sorte que la transmission des valeurs aux enfants du primaire ou du secondaire peut être un exercice relativement compliqué. Et voilà. Et ce qu'il faudrait, en quelque sorte, pour enseigner, de faire la différence entre le bien et le mal, est-ce qu'il faudrait enseigner le code criminel aux enfants du primaire ou du secondaire? Je pense qu'ils n'y comprendraient absolument rien. Bon. On peut aussi dire, est-ce qu'on peut enseigner Aristote, l'éthique à Nicomaque, ou enfin enseigner les moralistes. Voilà. Ce qui amène une certaine confusion morale, un certain chaos, et qui nous fait oublier qu'au Québec, pendant des siècles, on avait le petit catéchisme, hein, qui comportait 900 questions et réponses sur, par exemple, des normes de comportement, et qui est aussi sur la finalité de la vie humaine, de la vie en société. Et ça, ce petit catéchisme a fait une œuvre magistrale puisque ça nous a permis à nous, les Canadiens français, de survivre à, si vous voulez, à l'envahissement, à la conquête britannique et à l'envahissement américain dans l'après-deuxième guerre mondiale. Maintenant, depuis la Révolution tranquille, je dirais les années fin 60, début des années 70, là, il y a une tendance forte vers la laïcité, une tendance que moi j'appelle 1789 de la France, qui a amené en fait à décapiter Louis XVI. Une France manifestement jacobine et anticléricale. Évidemment, c'est tout un héritage qu'on met de côté, qu'on considère comme patrimonial, comme passé, etc. Sauf que cette vision que nous avions à l'époque du, si vous voulez, de la vie en société, du comportement humain, des valeurs, cette transmission de valeurs nourrissait un imaginaire intéressant parce qu'on enseignait aux enfants et aux jeunes l'histoire sainte. Et cette histoire était intéressante à raconter parce que d'abord elle était millénaire, elle avait une certaine, cette histoire avait une pérennité et établissait une sorte de consensus dans le monde occidental. On disait que nous étions une civilisation judéo-chrétienne. Et ça, c'était nos assises, hein, le petit catéchisme issu du Concile de Trente et qui, en quelque sorte, constituait un exercice quotidien pour nos enfants et qui était un appel à certains comportements. Ça avait un effet sur des comportements humains, à savoir de ne pas tuer, ne pas voler, respecter les autres,
avoir un certain sentiment de loyauté. Donc l'histoire sainte et son imaginaire, bon, l'histoire du petit Jésus dans la crèche et qui va jusqu'à l'âge adulte, la crucifixion, la résurrection, l'annonce du paradis terrestre, etc. Donc, c'était le fondement de notre éducation et de la transmission de nos valeurs, de la distinction que nous faisions à ce moment-là entre le bien et le mal. Et ça a remplacé par quoi dans la société laïciste? Par une sorte de confusion, de chaos moral, de chaos éthique, où finalement on a une vision étriquée, dispersée de la vie en société et des valeurs à transmettre, à communiquer. Voyons un peu quelles valeurs pendant des siècles on a cherché à préserver au Québec, au Canada français, au Canada aussi, parce que chez les protestants, ils n'avaient pas le petit catéchisme, mais ils avaient la Bible. Donc les protestants se plongeaient dans la Bible à très jeune âge, et cette tradition se continue parce qu'au Québec, il y a toujours une commission scolaire protestante anglophone qui existe toujours. Donc on peut penser que l'héritage du protestantisme chez les anglophones a été protégé. Nous avons décidé de jeter le bébé avec l'eau du bain. Bon, pour le remplacer par 1789, hein, la France révolutionnaire qui a décapité Louis XVI et bon, nombre de membres du clergé. Voilà. Maintenant, la Bible. Quelles valeurs? Quelles sont les valeurs que nous avons transmises? Depuis tantôt, je parle des valeurs. Maintenant, on va regarder le cœur de ces valeurs. Dans la Bible, d'abord, vous avez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, c'est œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, tête pour tête. C'est la loi du talion. Voilà. Et ça commence avec Adam et Ève et l'ordre de Dieu de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, finalement, ils en ont mangé et ils se sont retrouvés nus et tout ça a déplu à Dieu et là, ils ont été condamnés au travail. Par la suite, il y a eu évidemment la succession de Caïn et Abel. Caïn tue Abel par jalousie. Et ce qui nous amène à la grande révélation de Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, les 10 commandements. Pendant que les tribus d'Israël, n'est-ce pas, sont plongées dans une espèce d'orgie, de décadence autour d'un veau d'or, symbolisé par l'argent, et qui a du vin et, passez-moi l'expression, des comportements de licence, n'est-ce pas, des comportements sexuels. En fait, c'est une orgie autour de l'argent. Et Moïse lui monte sur le mont Sinaï et Dieu lui révèle les 10 commandements. Quels sont ces 10 commandements? Simplement rafraîchir la mémoire de certains. Le premier commandement, tu n'auras d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, 30. Autrement dit, c'est un Dieu monothéiste, n'est-ce pas? Et qui, en quelque sorte, commande, si vous voulez, l'adoration, le respect. C'est un Dieu qui est aussi, deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée. Donc, pas d'idole, c'est un Dieu immatériel, immobile. C'est le Dieu de la tradition judaïque. Ensuite, le troisième commandement, tu ne prendras point le nom d'Éternel ton Dieu en vain. Exode 27. Évidemment, ça veut dire de ne pas maudire le nom de Dieu, n'est-ce pas? De respecter le nom de Dieu. Ensuite, quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos pour te sanctifier. Exode 28. Se sanctifier le jour, le dimanche, le jour du Seigneur. Donc, en quelque sorte, réfléchir, garder silence, se reposer, ça veut dire, hein, dans la tradition catholique, de ne pas travailler pour le sanctifier, pour rendre hommage à Dieu.
Cinquième commandement, honore ton père et ta mère, Exode 22. Eh bien, apprendre à respecter ses parents, grosso modo. Sixième commandement, tu ne tueras point, Exode 23. Bon, c'est clair. Et ça se situe dans un contexte d'évolution historique des tribus d'Israël. Septième commandement, tu ne commettras point d'adultère. Bon, c'est toute la question du mariage, de l'infidélité. Huitième, tu ne déroberas point. Faut pas voler, n'est-ce pas? Exode 15. C'est une offense à Dieu. Neuvième commandement, tu n'apporteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Exode 16. Voilà, c'est la médisance, la calomnie. Dixième commandement, tu ne convoiteras point. Ça, c'est la jalousie, envier. Hein? C'est le péché de Caïn et Abel. Et cette courte énumération dit comporte les valeurs essentielles de notre tradition judéo-chrétienne. Et c'est ça qu'on veut effacer. C'est ça que la laïcité efface. C'est assez épouvantable. Pour la remplacer par quoi? Je pose la question. La remplacer par quoi? Et là, on arrive au Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, la magie du Nouveau Testament, c'est le sermon sur la montagne, avant la crucifixion de Jésus. Et le principe de base, la règle d'or, est la suivante. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 37, 39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Voilà. Ce qu'on appelle, ce que les philosophes américains appellent le Golden Rule. N'est-ce pas? Et voilà. Et dans le sermon sur la montagne, ça se termine par le Notre Père. Le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Bon, je fais pas l'intention de réciter le Notre Père ici, mais ça se retrouve dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 22, 30 et suivant, qui est le texte, je vous dirais, fondamental quand on veut établir des valeurs judéo-chrétiennes, ce que le judéo-christianisme veut dire. Maintenant, dans la vidéo, je vous ai dit, c'était la Bible et les forces du mal. Là, on va se parler du mal. Dans mon traité de droit de sécurité nationale, j'aborde ça sous l'angle, entre autres, un de mes paramètres préférés, c'est le SAD, S-A-D. SAD en anglais, en français, ça se dit triste. Mais pour moi, SAD, c'est un acronyme, S-A-D. Trois choses, trois éléments, trois paramètres. Le sexe, S. Les armes, A. D. Les drogues. Le sexe, les armes et la drogue. Ce sont les trois paramètres préférés des forces du mal et qui existent et qui, en quelque sorte, tirent les ficelles de la décadence de la civilisation. N'est-ce pas? On s'entretue avec des armes, on modifie les comportements avec les drogues et avec la déchéance sexuelle, eh bien, on crée l'exploitation des autres. Et ça, c'est tout à fait immoral et ça s'oppose aux lois divines. Et le SAD, je pourrais en parler pendant longtemps. Lorsque je parle, par exemple, des drogues, ça couvre évidemment l'alcool, les médicaments, certains médicaments à base d'opium, tous les grands modificateurs du comportement humain. C'est pas compliqué, là. Hein? Faut pas penser que c'est seulement le pot et puis la cocaïne. Bien sûr, c'est la marijuana, la cocaïne,
mais c'est aussi l'alcool, c'est la cigarette qui modifie le comportement humain, le café, voilà. Donc, il y a toute une série de produits qui existent dans la nature et que l'homme a modifiés ou pas, et qui ont un impact sur le système nerveux et qui modifient le comportement et qui permet en quelque sorte à des individus de manipuler le comportement des autres, n'est-ce pas? Ce qui permet aux pushers, par exemple, ceux qui vendent de la cocaïne, d'avoir le contrôle sur le comportement de personnes qui peuvent être fortunées, comme par exemple quand je travaillais dans les services correctionnels, des pushers m'avaient confié, là, des trafiquants de drogue m'avaient confié qu'une de leurs clientèles préférées, c'était les médecins, parce qu'ils ont beaucoup d'argent et ils consomment beaucoup, semble-t-il. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, là, mais ça m'a été dit. Donc, tout ça fait partie de ce que j'appelle les forces du mal. Le SAD. Ça, c'est mon premier commentaire. Mon deuxième commentaire concernant les forces du mal, c'est la question de la stratégie des petits pas. C'est que les forces du mal, pour avancer dans la société, se donnent une stratégie, la stratégie de Sun Tzu, le célèbre philosophe de la guerre, le penseur de la guerre asiatique, n'est-ce pas, dont les idées ont été reprises par Ho Chi Minh, Mao Tse-tung, et voire à la limite, je vous dirais, Trotsky et les penseurs du militaire en général, toute la question de la stratégie des petits pas. Qu'est-ce que c'est la stratégie des petits pas? Ben, c'est, écoutez, en mode binaire, si vous voulez, c'est un pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant, trois pas en arrière, cinq pas en avant, deux pas en arrière, et ainsi de suite. Hein? Un pas en avant, trois pas en arrière, quatre pas en avant. Une stratégie d'attaque constante. Dans la vie civile, pour exemplifier puis donner un peu de profondeur, de verticalité à ça, je vous dirais que dans les relations matrimoniales, c'est ce qu'on va appeler, par exemple, la cruauté mentale. Hein? C'est-à-dire que des comportements qui oscillent entre l'indifférence, l'empathie et l'attitude toxique, hein, n'est-ce pas? L'attitude hostile, toxique. Donc, la personne est empathique, indifférente, hostile. Elle redevient empathique, indifférente, indifférente, empathique, hostile, ainsi de suite. Bon. Ça rend la vie impossible, ça rend le comportement du partenaire absolument imprévisible. On a l'impression d'être sur une chaloupe au milieu d'un lac où le tangage risque de tout faire balancer, ainsi de suite. Dans le domaine des relations de travail, dans le milieu de travail, ça va s'appeler le harcèlement sexuel, ça va s'appeler le harcèlement psychologique, ça va s'appeler l'abus, n'est-ce pas? C'est le collègue de travail qui est empathique une journée, vient s'asseoir avec vous, genre, discute, le lendemain, il ne vous regarde pas. Après ça, il y a une attitude hostile, puis il redevient gentil, puis il redevient... En tout cas, c'est un jeu d'abus psychologiques qui fait en sorte qu'à un moment donné, lui se retrouve à un niveau supérieur, à un échelon supérieur, parce qu'au fond, il vous a complètement détruit et vous n'avez rien vu. Heureusement, aujourd'hui, le harcèlement psychologique, l'abus psychologique de plus en plus reconnu comme une forme de, je vous dirais, de faute de comportement qui mérite d'être sanctionné. Mais ça a pris du temps, il faut le reconnaître. Donc, voilà. Et dans le domaine du droit militaire, dans le domaine des affaires militaires, dis-je, c'est ce qu'on va appeler la torture, tout simplement. C'est beaucoup plus simple. Torture psychologique, manipulation, torture physique, tout ça, c'est dans le même pactole, n'est-ce pas? La même friture. Voilà. Et ces forces du mal ont pris une forme sociétale un peu particulière. Et là-dessus, j'ai des idées qui vont peut-être en choquer quelques-unes ou quelques-uns. C'est que cette vision du SAD, n'est-ce pas? À cette vision du SAD correspond un modèle sociétal. Et aujourd'hui, un élément important de notre société, en plus de la menace nucléaire, c'est la question des changements climatiques, qu'on doit prendre très au sérieux. Parce que la situation est particulièrement grave. Enfin, c'est mon opinion, là, je vais l'exprimer. Vous en ferez ce que vous voudrez.
Vous savez, dans les années 30, en Allemagne, un certain Adolf Hitler avait développé un modèle sociétal fondé sur une vision mécaniste et industrielle de la société. Et l'élément central de ce modèle, évidemment, c'était le développement des blindés, des sous-marins, des U-boats, en violation du traité de Versailles, ce que le traité de Versailles lui interdisait. Mais dans le monde civil, Hitler et Albert Speer et d'autres penseurs nazis avaient des idées, et la première idée qu'ils ont poussée, c'est l'idée de la Volkswagen, c'est-à-dire que chaque Allemand devait avoir son automobile. Quand je parle de chaque Allemand arien devait avoir son automobile. Donc l'idée de la Volkswagen. Et avec la Volkswagen est venue cette idée fondamentale d'avoir des autobahns. C'est s'il y a beaucoup d'autos, il faut des autoroutes, n'est-ce pas? Donc l'autoroute, et il faut mettre du pétrole dans le moteur. Donc le pétrole, le bitume et l'automobile servaient de fondement à la base de la société allemande. FDR aux États-Unis, avec son ami Ford, ont repris ce modèle. Ford était un admirateur, n'est-ce pas? Henry Ford était un admirateur du Führer. Et la raison à ça était toute simple, c'est que le Führer a tout fait pour empêcher les syndicats de s'infiltrer dans l'industrie de l'automobile allemande. Et il a réussi grâce au SA, les sections d'assaut de Röhm qui faisaient la chasse aux travailleurs communistes, aux bolcheviks, aux syndicats, aux juifs, aux homosexuels, etc., etc. Et ça, dans la foulée de 1917, en réponse, si vous voulez, à la révolution bolchevique de 1917. La révolution bolchevique de 1917 suscitait aussi beaucoup d'inquiétudes du côté des États-Unis, où s'était formé un parti nazi extrêmement fort et puissant, et qui avait entre autres le célèbre pilote Lindbergh, un autre admirateur des nazis. Donc, il y a un modèle sociétal autour de l'automobile qui s'est développé aux États-Unis, mais calqué sur le modèle allemand. Et ce modèle sociétal, où l'automobile occupe un rôle central, eh bien, on pense que l'industrie métallurgique, qui est à la base de l'automobile, la fabrication des moteurs en acier, des carrosseries en acier différencié, eh bien, tout ça, c'est à l'origine des changements climatiques, des GES, la combustion des moteurs d'automobile, la fabrication de l'automobile, en fait, tout le modèle sociétal autour de l'automobile. Et ce modèle sociétal, à mon avis, est tout à fait compatible ou ressemblant avec, et va tout à fait dans le sens du SAD, c'est-à-dire que le complexe militaro-industriel qui fabrique des armes, qui fabrique des blindés, des sous-marins, des porte-avions, etc., ce sont les mêmes partenaires dans l'industrie de l'automobile et où l'industrie métallurgique joue un rôle fondamental, c'est-à-dire que les grandes fonderies américaines, allemandes, avec Krupp, ou aux États-Unis, avec les grandes sociétés métallurgiques, font en sorte que notre atmosphère, notre écosystème est vraiment dans un mauvais état et connaît une instabilité absolument incroyable. Dans ma vidéo sur les changements climatiques, ce que je propose, c'est que nos sociétés, nos dirigeants, nos establishments mettent davantage l'emphase sur le train, l'importance du train pour le transport des marchandises et pour le transport humain des passagers. Donc, voilà. Et c'était, si vous voulez, jusqu'à un certain point, dans ma vidéo qui porte sur les changements climatiques, c'était ma porte de sortie, si vous voulez, la solution que je proposais, que je propose toujours, voilà, de revaloriser le train pour nous libérer de l'automobile qui est devenu un véritable cancer, mais qui est en quelque sorte l'extension du complexe militaro-industriel, où la métallurgie finalement occupe la place centrale de la société moderne, même si elle est post-industrielle,
aussi paradoxal que ça puisse paraître, la métallurgie continue d'y occuper une position centrale. Et ça nous aide à comprendre que finalement, la question du pétrole est indissociable de la métallurgie. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle des GES, là, il faut comprendre que la fabrication et la mise en place des batteries, par exemple, pour le fonctionnement des automobiles ne réglera pas le problème, parce que le problème, c'est le problème de métallurgie. Le problème du pétrole, c'est une partie du problème, ce n'est pas la totalité du problème. On va continuer de fabriquer des batteries en quantité industrielle pour faire avancer des automobiles qu'on va changer à tous les 2 ans pour faire fonctionner l'industrie métallurgique, ce qui n'a pas d'allure. Il faut à un moment donné mettre un frein ou du moins ralentir l'industrie métallurgique, ce qui va avoir pour effet de ralentir le complexe militaro-industriel et l'industrie de l'automobile et nous forcer à recycler de la main-d'œuvre dans d'autres secteurs économiques. Donc, c'était ma solution à ce moment-là. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Là-dessus, je termine cette vidéo en vous invitant dans une société, dans un monde, dans la tourmente et l'incertitude et le chaos moral. Je vous invite à la prière, la méditation, le silence, à l'instar du cardinal Sarah, son merveilleux ouvrage sur le silence. Et finalement réfléchir. Et si vous êtes un croyant athée, ben écoutez, le silence, la méditation. Évidemment, la prière est incompatible avec vos valeurs, mais bon, peu importe. Mais je pense qu'un moment de réflexion s'impose parce que l'humanité est dans la tourmente et l'humanité doit en sortir, absolument. Et on doit en sortir vainqueur, on doit en sortir renforcé et essayer de comprendre et de vivre selon nos valeurs et surtout de connaître nos valeurs. Parce qu'il semblerait qu'il y a un effondrement de valeurs dans une société qui vit l'alerte nucléaire maximale. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée. On va se revoir pour une prochaine vidéo. Je vous invite à cliquer si vous aimez, à partager si vous aimez et à me faire des commentaires. J'aime bien dialoguer avec mes abonnés et avec ceux qui ne sont pas abonnés, en fait avec tout le monde. Voilà, là-dessus, bonne journée, à la prochaine.